bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette année pour notre conférence plénière. Avant qu'on commence notre discussion, est-ce que vous avez une réaction rapide à ce que Agathe Bousquet nous a dit à l'instant, Sébastien Romelot? Bonjour Tanguy, ravi de te retrouver cette année. Petite réaction, oui, à propos de ce que disait Agathe sur la séquence loi climat. Je pense que ça a été une très grande opportunité pour nous parce qu'on a pu justement, comme le disait Agathe très justement, montrer et se coordonner d'une voix, c'est-à-dire que tous les opérateurs ont pu travailler de concert pour promouvoir et finalement présenter une approche scientifique de notre impact environnemental. Et on a la chance, dans le secteur de l'outdoor, d'être finalement très mutualisé, très compétitif. C'est-à-dire, à la fois, c'est dans notre culture de le mesurer, et on a pu, et on est le seul média à l'avoir fait, s'engager sur une trajectoire carbone. Et là-dessus, je pense fondamentalement qu'on a une grande responsabilité et qu'on doit rentrer dans un cycle où le secteur rentre dans un cycle de publication scientifique, avec une approche scientifique du sujet et surtout un sujet régulier pour adresser ce sujet qui est fondamental et de très très long terme. Isabelle Schlumberger. Ouais, je remercie Agathe vraiment d'avoir salué le travail qui a été fait par toute notre interprofession. Je pense qu'elle a cité, bien sûr, et je ne reviens pas sur ce que vient de dire Sébastien, mais elle a salué aussi la modernisation de ce média par sa digitalisation, ses nouveaux canaux de vente comme le programmatique qui ont été ouverts. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qui a été fait depuis la 3e édition du OH Trends. Et puis un petit clin d'œil à Agathe. Nous, on a choisi comme thématique la proximité cette année pour notre séminaire de rentrée. Et donc, avec une baseline qui est plus proche que jamais. Donc, ça m'a amusé ce qu'elle a pu dire sur la proximité, mais qui est une réalité dans notre média. Valérie Decamps. Sans répéter ce que viennent de dire mes confrères, quelque chose quand même de très important, on est le seul média à s'être engagé. Donc, moins 48% d'émissions carbone à horizon 2030. Moi, je ne connais pas d'autres familles qui aient fait ça. Donc, on peut se féliciter. C'est bien, effectivement, qu'Agathe l'ait souligné, parce que c'est une initiative forte. Enfin, c'est plus qu'une initiative. En matière d'écologie, les engagements sont une chose. Les actes, c'est véritablement ce qui compte. On a tous déjà engagé, dans le cadre des analyses de cycle de vie, donc des diagnostics, des trajectoires de diminution très importantes. Donc, c'est bien effectivement qu'on nous reconnaisse ça. Et puis, moi, quand j'écoute Agathe, je me dis que la croissance pour l'affichage est certaine, puisqu'a priori, tous les annonceurs ont l'air de vouloir jouer la proximité. Donc, a priori, les prochains mois devraient être plutôt positifs. Boutaïna Araki. Oui, bonjour tout le monde. Je rejoins bien évidemment mes petits camarades, on est complètement d'accord là-dessus. Il y a aussi autre chose qui m'a touchée dans le discours d'Agathe, elle parle du média qui est visible de tous. Elle a parlé d'un média gratuit, accessible à tous. C'est vrai qu'on est peut-être le dernier mass média, réellement. On parle à tous en même temps, et ça, je trouve que c'est très touchant. Et pour moi, au-delà effectivement de tous les engagements qu'on a pris et qui sont très forts au niveau de la filière, il y a le fait que notre média, par son impact, a réellement un rôle à jouer absolument formidable pour accompagner la transition écologique et sociétale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est un rôle que nous, on aime vraiment beaucoup chez Clear Channel et qu'on soutient. Et notre proximité, qu'Isabelle souligne très très bien, nous donne aussi cette capacité à influencer et à impacter le fonctionnement de la société. Olivier Le Tondeur. Je crois que vous avez un micro. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Vous avez... Oui. Oui, c'est bon. Ouais, excusez-moi. Oui, c'était nécessaire de... Bonjour d'abord Tanguy, excusez-moi. C'était nécessaire de mettre ces mesures de contrôle en place, c'est évident. Moi, j'ai apprécié le commentaire d'Agathe sur le fait que la profession n'avait pas attendu justement toutes ces mesures pour intervenir. Je pense qu'on a tous travaillé depuis longtemps dans nos sociétés respectives pour la baisse du bilan carbone, que ce soit avec nos dispositifs RSE ou avec les économies d'énergie. Maintenant, mettre une mesure en place, c'était une nécessité, donc on a hâte de voir la plateforme en place pour pouvoir s'exprimer dessus. Alors, merci pour ce tour de table rapide. Je voudrais quand même qu'on revienne sur le secteur et sur son activité. C'est un média qui a subi les effets de 3 confinements. L'année dernière, pendant OH Trends, on était en plein confinement. Il y en a eu un autre avec un couvre-feu. Quand
envisagez-vous que le média ait rattrapé ce qui a été perdu en 2020 ? Qui veut réagir là-dessus, Boutaïna? Alors, je peux commencer, mais d'abord, ce qu'on voit et les chiffres que vous avez montrés en tout début de session sont assez éloquents. On a la chance d'avoir un média qui a une capacité de rebond incroyable. Et on l'a vu à travers la courbe que vous montriez. Et dès qu'en fait, les gens peuvent à nouveau circuler librement, le média repart. Et effectivement, on l'a vu, le troisième trimestre est déjà un trimestre où l'ensemble de l'activité commence à se rapprocher du niveau de 2019. Et on est assez confiant sur le fait que le dernier trimestre va être un trimestre assez fort. Et puis on peut se souhaiter que ça continue comme ça. C'est toute la force du média, c'est cette capacité à engager. Je pense que les marques le perçoivent bien et reviennent vers nous. Alors après, on voit qu'il y a des... notre média couvre plusieurs univers, comme on dit dans notre jargon, et bien évidemment, le redémarrage ne se fait pas exactement de la même façon selon les univers, et pour des raisons très logiques, c'est-à-dire en fonction de la fréquentation, en fonction de la dynamique. On a eu, par exemple, le secteur de l'univers des malls qui a beaucoup souffert cette année. Nous, on est très concernés chez Claire Chanel, du fait à la fois des confinements, de la fermeture des malls pendant une grande partie de l'année, du fait aussi du discours sur le pass sanitaire qui a pu parfois un peu perturber. Mais dès que ce discours est clarifié et dès que la circulation revient, l'activité repart. Et nous, on est assez confiants dans le fait que notre média va pouvoir, dès 2022, revenir à un niveau qui est son niveau normal et retrouver sa place dans l'ensemble du paysage des médias, ce qui est très important, parce qu'on a forcément reculé au cours de cette année et demie. Isabelle, il y a des segments, notamment sur lesquels vous êtes, qui performent plutôt bien par rapport à 2019 ? Non, c'est vrai qu'on a déjà revu sur notre segment du mobilier urbain les performances de 2019, qui chez nous était la meilleure année, à la fois pour le groupe et pour la France. Donc c'est vrai que se comparer à 2019, c'est un vrai challenge, mais on a déjà vu à la fois à la fin du premier semestre, dès le mois de juin par exemple, mais aussi pendant un grand nombre de mois là, du deuxième semestre, des performances équivalentes ou supérieures à 2019. Alors, ce n'est pas vrai bien évidemment pour tous les segments. Nous, par exemple, on a une activité avec des toiles événementielles. Il y a eu finalement assez peu de chantiers qui ont été initiés pendant la période du confinement, donc peu d'appels d'offres et donc peu de grandes toiles, par exemple monuments historiques, ce qui mécaniquement fait que cette activité est en retrait encore cette année. J'espère qu'elle ne le sera plus l'année prochaine. Et puis, bien sûr, dans le segment des transports, on a retrouvé une très bonne dynamique sur le transport domestique, donc toutes les liaisons aériennes en France et dans l'Europe Schengen. On n'a bien sûr pas encore retrouvé, alors on est très heureux bien sûr que le trafic transatlantique est réouvert là, début novembre, et puis on attend pour plutôt le deuxième semestre 2022 le trafic aérien avec l'Asie qui viendra compléter, et un rebond finalement du transport aérien qui est plutôt sur la trajectoire optimiste. Il y avait 3 scénarios faits par IATA, un pessimiste, un médian et un optimiste, et on est en tout cas pour l'instant sur les 20 derniers mois sur les scénarios optimistes, qui est une très bonne nouvelle. Valérie, on parle transport, je suis obligé de m'adresser à vous, d'autant que vous venez de renouveler les contrats de la RATP et de la SNCF. Oui. Est-ce que les fréquentations reviennent dans les transports ? Alors, déjà, je ne peux pas le dire plus franchement, on a pris très très cher. Je crois que dans la famille transport, enfin, en tout cas dans l'affichage, le transport, je pense aussi à l'aérien, effectivement, on a beaucoup souffert, avec des décrochages très très forts. Nous, 2020, c'est moins 50% de croissance, donc ça fait très très mal. Ça a été très compliqué pour nous jusqu'à fin avril. Et à partir du moment où, effectivement, le déconfinement... c'est programmé, ça a remonté très vite. Donc nous, on est très liés, en fait, évidemment, au flux, au niveau de transport, qui sont revenus au niveau déjà à côté SNCF. Depuis un certain temps, depuis cet été, il n'y a même plus assez de trains, puisque les gens, aujourd'hui, réorientent beaucoup leurs déplacements en France, en privilégiant en plus un mode de déplacement extrêmement écologique. Il ne faut pas l'oublier, un Paris-Lyon. Ah non, le Covid a eu du bon là-dessus, c'est que ça a quand même accéléré la prise de conscience écologique de la part des citoyens. Quand on fait un Paris-Lyon, en prenant le train, c'est 1 kilo de CO2 d'émissions. Quand on prend la voiture, c'est 90. Donc tout ça est en train de payer. Donc il y a vraiment une accélération, et c'est tout le pari d'ailleurs de Jean-Pierre Farandou, qui compte sur une multiplication par 2 du nombre de voyageurs sur les 10 prochaines années. Et nous, on pense franchement pouvoir transformer ça.
Et sur la partie métro, c'est plus lent. On est encore à 80% du trafic observé de 2019, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé le même nombre de visiteurs. Ce qui a baissé, c'est le nombre de visites, avec l'impact du télétravail. Et comme à l'époque, on avait tendance à nous objecter qu'on saturait un peu trop, parce qu'il y avait trop de répètes, finalement, c'est très bien. Donc, pardon, je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette démonstration qui est tout à fait vraie. Donc vous dédoublonnez maintenant. Donc on dédoublonne, et ce qui explique sans doute que sur juin, juillet, août, septembre, on a réussi en cumulé média transport, c'est-à-dire gare et métro, à retrouver le niveau de 2019. C'est redescendu là sur le dernier trimestre parce que c'est les mois les plus importants. Mais on s'en approche, donc on finira le dernier trimestre, je pense, peut-être sur la partie SNCF, sur la partie Régie-Gare, peut-être entre moins 10 et niveau 2019, sur la partie Métrobus, entre moins 10 et moins 15, ce qui est une remontada extraordinaire, vu ce qu'on a pris. Donc, et encore une fois, quand j'entends Agathe, et cette prise de conscience en plus écologique de la part des citoyens, et donc des annonceurs, des marques, qui, j'espère, vont de plus en plus prendre en considération nos efforts. Donc, nos efforts et la capacité que ce média a à porter des messages qui vont aider et accélérer effectivement non seulement bien sûr la transition écologique, mais aussi la transition sociale et sociétale. Ouais. Et je crois que nos médias ont porté pendant cette année 2021, c'est très illustratif quand finalement on les visualise. La dernière campagne Camailleux sur voilà, le rôle des femmes dans leurs métiers respectifs, des métiers auxquels on ne pense pas forcément, sur l'acceptation telle que l'on est. Je pense à beaucoup de campagnes de lingerie qu'on a pu porter cette année. Enfin, il n'y a pas seulement... On insiste beaucoup sur le sujet de transition environnementale et c'est normal, mais je crois que notre média, c'est un grand média d'influence puissant, on l'a dit, dans la société, à l'heure où peut-être que la télé n'a plus ce rôle fédérateur, un média d'utilité publique et qui est porteur de ces messages qui vont accélérer, aider la transition. Alors, je voudrais juste qu'on fasse quand même un petit rappel, un retour en arrière sur le projet de loi qui a été adopté à l'été dernier par le Parlement. Il y avait quand même un vrai risque d'un encadrement assez contraignant, que ce soit dans le discours des marques ou dans la place de la publicité dans l'espace public. Est-ce que finalement le texte voté est, à votre sens, un bon compromis? Sébastien ou Boutaïna, comme vous voulez. Je veux bien commencer. Ouais. Oui, je pense qu'il y avait un risque réel, parce que notamment il y avait une mauvaise compréhension de notre média, de son fonctionnement, du niveau d'engagement auquel on était déjà. Agathe l'a pas mal souligné, on est un média très réglementé, très largement, qui a déjà construit énormément de choses. C'est aussi pour ça qu'on a pu assez rapidement finalement s'accorder sur une trajectoire carbone, etc. Donc il y avait une mauvaise connaissance déjà de notre engagement, et je pense aussi une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance du niveau d'engagement de notre média. En fait, puisque les propos étaient quand même, notamment de la Convention citoyenne, elle est très loin dans l'idée de limiter, voire de supprimer à certains moments la publicité extérieure à certains endroits. Et en fait, il y a à mon sens, une mauvaise interprétation, parce que cette publicité qui disparaîtrait de la rue, en fait, elle se reporterait sur d'autres supports. Et elle se reporterait certainement sur des supports numériques, et pour le coup, des supports qui sont beaucoup moins réglementés, beaucoup moins contrôlés, et aussi beaucoup moins contributifs. Parce qu'on oublie que notre média est un média qui fait partie, collabore ou contribue énormément au bien commun. On est un média qui est dans la rue, qui finance énormément d'infrastructures urbaines, du mobilier, des abris voyageurs, des équipements. On contribue aussi par les reversements. Une entreprise comme Claire Chanel, c'est pas loin de 60% de notre chiffre d'affaires qui est reversé aux collectivités ou aux opérateurs de transport, etc. Et cet argent-là, il finance des crèches, il finance des routes, il finance des véhicules de transport, etc. Et ça, on est un média assez unique par rapport à ça. Et c'était important de le rappeler. Je pense que ça a été entendu dans les débats qui ont eu lieu dans le cadre de la Convention citoyenne. Et puis, on l'a beaucoup dit, mais on est un média très puissant. Et être un média très puissant, ça nous donne à la fois une responsabilité, ça nous donne une capacité à agir. Isabelle parlait de notre contribution sur la transition écologique, mais aussi sociétale.
une entreprise comme Clear Channel, c'est 1 million d'euros qu'on investit tous les ans pour soutenir des messages qui vont dans le sens de la sensibilisation à l'environnement, de la sensibilisation à l'égalité homme-femme, de la sensibilisation, par exemple, à l'accueil des personnes en situation de handicap ou des personnes vulnérables. C'est un véritable rôle citoyen, en fait, qu'on joue. Et je pense que tous ces arguments-là ont peut-être porté et ont fait comprendre que plutôt que d'être vu comme une partie du problème, en fait, notre média était réellement partie de la solution. Et l'engagement qu'on a pris en tant qu'industrie est vraiment très fort dans ce sens-là. Et je pense qu'au final, la loi climat et résilience est arrivée à un bon équilibre. Alors, ça rajoute à nouveau de nouvelles contraintes, pas simplement pour nous, mais pour l'ensemble du monde de la communication. D'ailleurs, beaucoup sur les contenus et pas simplement sur les contenants. Nous, notre accent, elle est sur les contenants. Mais je pense qu'on arrive à une forme d'équilibre qui à mon sens, est acceptable et favorable pour tout le monde. Sébastien Corbeau. Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ça a été l'occasion d'un point de départ qui parfois était extrême, très dogmatique. On veut interdire, autoriser certains supports. Je pense aux vitrines digitales, par exemple. Les argumentations et l'équilibre, mais qui était naturel, au-delà de la communication parfois politique des choses. En l'occurrence, sur les vitrines digitales, ni interdiction, ni taxe, ni autorisation préalable d'aucune sorte. Et c'est un bon équilibre, je trouve, qui a été trouvé et justement qui apporte aussi de la stabilité et qui nous positionne versus le point de départ où on était plutôt en défense, attaqué, mais plutôt pour des raisons dogmatiques. Une fois qu'on a pu déployer nos argumentaires et l'approche scientifique de notre impact, parce que c'est toujours une question d'impact à la fin de la journée, et les sujets réglementaires sont au regard des impacts d'une activité plus ou moins entrepreneuriale. Et là, pour le coup, on a rééquilibré complètement le référentiel qui, moi, me semble très sain et très stable, et une position de la communication extérieure très bonne, très forte sur les 10 à 20 prochaines années. Alors, il y a la question de la proximité dans les impacts. Olivier Le Tondeur, vous êtes au cœur des territoires. Est-ce que justement le média a encore cette utilité auprès des acteurs locaux, et est-ce que vous avez pu faire entendre cette voix ? Oui, je pense qu'on a eu la preuve pendant cette crise sanitaire de la bonne résistance et de la bonne résilience du local. Le Natio a été extrêmement touché immédiatement. On a d'ailleurs été très challengé. Je voulais revenir juste avant sur ce que disait justement Boutina tout à l'heure, par rapport à la puissance de notre média en local comme ailleurs. On voit bien qu'avec résilience, avec la loi résilience ou avec la crise Covid, notre média à cette forme de résistance et cette forme d'adaptation, d'adaptabilité. On a su être agile dans nos entreprises pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver des adaptations pour nos clients, pour les annonceurs et autres, et encore plus en local, puisqu'en fait c'est là où ça s'est arrêté aussi en premier, c'est là où ça a redémarré immédiatement. On irrigue tous les territoires, on a besoin d'être extrêmement présent avec les acteurs locaux, régionaux, et nous sommes, je pense, une des pierres angulaires de la communication entre les citoyens, les besoins des citoyens et les municipalités. Donc notre média a toujours sa place, il a cette résistance, charge à nous d'adapter nos entreprises pour les rendre extrêmement agiles, pour pouvoir réagir aux challenges d'aujourd'hui et ceux de demain. Là, on a eu donc toute cette partie législative, on a eu cette partie sanitaire. Demain, ce sera autre chose, charge à nous de pouvoir s'adapter. Alors justement, on ne va pas ressortir la phrase que ressort tout le monde sur ce qu'aurait dit JFK sur l'idéogramme chinois de crise qui est à la fois danger et opportunité. Mais c'est vrai que ces moments-là, ce sont toujours des moments de réinvention, d'innovation dans vos entreprises, de transformation pour surmonter la crise. Alors comment est-ce que ça se traduit en communication extérieure dans vos entreprises ? Isabelle ? Ça s'est traduit par le fait d'être le plus près possible de nos clients. Alors, pendant les périodes, bien sûr, de confinement, c'est là où on s'est rendu compte combien notre bonne connaissance, le fait que notre tissu commercial qui est présent sur l'ensemble du territoire connaissait bien ses clients, était en bonne proximité. On a accompagné, j'étais hier avec les équipes Bretagne-Pays de Loire, c'était avoir le mobile de son client et pouvoir l'appeler et prendre de ses nouvelles régulièrement, ça compte, ça paraît idiot, mais c'est
ultra important. Ça nous a permis également d'accompagner nos clients dans tout leur plan de relance, hein, dès que les déconfinements ont eu lieu sur le terrain, et de nous concentrer sur ce qui, pour 2022, est essentiel pour les clients. Et ce qui est essentiel, c'est vraiment prouver que ce média est un média efficace. C'est vraiment le sujet de l'efficacité du média. Et moi, j'en ai assez qu'on n'arrive pas à démontrer ça. Et donc, on a mis beaucoup d'argent sur la table chez JCDecaux pour OH Measurement, et qu'une campagne soit locale, régionale, nationale ou internationale, elle est dorénavant mesurée, à la fois en Drive to Store, ce qui est très important pour nos clients, mais aussi très rapidement en Drive to App et Drive to Web. On a lancé un grand programme sur la data, parce que la data, on le voit bien, c'est au cœur des problématiques de tous nos clients, pour mieux connaître leurs cibles, pour mieux connaître ce qui se passe dans leur réseau de distribution. Et là, donc, c'est un programme qui s'appelle JCDecaux Data Solutions. Et puis, c'est vrai qu'ouvrir des nouveaux canaux de vente, bah, c'est s'ouvrir, et toute la profession le fait, et je trouve ça remarquable, avec le programmatique, à des personnes qui n'étaient pas forcément clients de la communication extérieure, et qui, via les DSP, eh bien, viennent. On s'est associé, nous, avec View, la SSP, qui est maintenant vend le programmatique dans une quinzaine de pays. Et puis, la structure RSE qui est très irriguée dans chacune de nos entreprises, mais qui, on a annoncé, nous, le carbone neutre dès cette année pour JCDecaux en France, et puis le calculateur dont on reparlera, bien sûr, chez nous, mais aussi au niveau de notre profession. Je crois que c'est vraiment comprendre vraiment quels sont les grands points clés très importants pour nos clients et leurs agences, et essayer d'y apporter les meilleures réponses. Valérie, vous vouliez réagir sur la transformation de vos entreprises sur, Alors, très clairement, moi, je n'ai pas vu de transformation, Okay. Si ce n'est une accélération. On avait peut-être été très visionnaire avant la crise, donc on avait engagé déjà un certain nombre de transformations. Pour moi, le vrai bouleversement, il est dans l'état d'esprit des gens. Il relève plutôt du mental, de la quête de sens. Beaucoup de gens se sont interrogés sur leur équilibre de vie, travail, personnel. On a, chez nous, des gens qui sont en train de se réorganiser, de s'installer à 2-3 heures de Paris, avec la possibilité de télétravailler, donc de télétravailler et d'être également présent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'entreprise ? Ça veut dire qu'il faut véritablement prouver notre raison d'être. On a tous une raison d'être. Il ne s'agit pas juste d'en avoir une, de l'écrire. Il faut respecter ce qu'elle signifie. Et moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, le gros changement, la grosse transformation de cette crise, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes rapports. C'est plus du tout les mêmes échanges qu'on peut avoir avec nos collaborateurs. Il faut beaucoup plus respecter leur équilibre de vie. Ce qui, pourquoi pas. Enfin, après, il faut que l'entreprise s'y retrouve. Attention, hein, ça reste la base. Mais je trouve que c'est ça qui a beaucoup évolué. Alors, c'est intéressant. Les technologies, de ce point de vue-là, nous permettent d'être en contact avec eux, même si physiquement, on n'est pas forcément là. Mais je trouve que c'est ça, aujourd'hui, qui est assez présent partout. C'est cette quête de sens. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans la communication des marques. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de proximité ce matin, ce qui est vrai, et ce qui est une vraie valeur, la proximité. C'est une valeur fondamentale, une valeur de lien. On voit bien que la plupart des marques, d'un point de vue narration, en tout cas, cherchent à justement démontrer, développer le sens de ce qu'elles font par rapport à ses clients, mais par rapport à ses collaborateurs. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant, parce que je dirais que le laboratoire interne, il est d'abord ses équipes, ses salariés, parce qu'une raison d'être, on le dit toujours, elle doit fonctionner à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on est plutôt là-dessus, nous, dans cette réflexion de nouveaux équilibres. Sébastien, vous, est-ce que ça passe par des nouvelles alliances aussi, par exemple ? Mais peut-être juste pour compléter ce qui a été dit sur la transformation, parce que quand on se fait disrupter son business en moins de 48 heures et qu'on perd plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en 2020, c'est un vrai sujet de choc, quoi. Donc d'une part, oui, on a dû s'adapter. Je suis très très fier des équipes de Phoenix, parce que du jour au lendemain, il a fallu complètement changer la manière dont on arrêtait nos opérations, on réamorce de 0 à 100%
quasiment du jour au lendemain. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a une sorte de réaction animale. C'est quand même insupportable. Donc, on cherche à se venger. Et donc, pour le coup, on se venge notamment en utilisant l'innovation. À la limite, l'innovation, c'est un mot. Mais typiquement, c'est quand on en a les moyens. Heureusement, il s'est trouvé qu'on en avait les moyens, mais on a investi énormément en technologie. On a investi énormément en contenu, qui est un de nos grands axes chez Phoenix, et pour le coup, et en autofinancement total, parce que c'est quand même un sujet de financement de groupes comme les nôtres, qui sont des opérateurs intégrés, avec des grosses structures de coûts fixes. C'est ça notre business model, c'est des business models de coûts fixes. On s'est vengé et on va faire plus de chiffre d'affaires en 2021 qu'en 2019. Et j'en suis très fier. Mais ça, c'est des vrais sujets de ce qui nous a frappé de plein fouet. Le média le plus impacté, c'est le nôtre, clairement. Voilà, c'est ça pour moi le sujet de transformation. Ça a été aussi quelque chose de très animal, en profitant du mal qui nous avait été fait, de rebondir dès 2021. Évidemment, les perspectives sont bonnes, ce qui est super. Olivier, sur le sujet. Je rejoins Sébastien. Je pense que ça nous a permis d'accélérer la transformation, comme disait tout à l'heure Valérie, de nos entreprises qui étaient déjà programmées. Nous avons, par exemple, on a développé un mobilier entièrement RSE qui sera déployé dès le début de l'année prochaine. Ce n'était pas un projet qui était prévu immédiatement. C'est tous ces moments d'immobilisme qui nous permettent d'accélérer en fait, et de réfléchir ensemble. On a aussi forcément, je ne parle même pas des réunions Teams qui sont devenues forcément le quotidien de toutes nos structures. Donc c'est surtout ça, c'est cette réaction, comme dit Sébastien, j'aime beaucoup l'image, cette réaction animale de survie où on sort nos capex et on dit voilà, il va falloir sauver l'entreprise. Ça nous a donné une vraie agilité en fait dans les structures, je trouve. On s'est adapté, il a fallu s'adapter, c'était une question de vie ou de mort, et on a su rebondir, ça nous a rendu plus forts. Moi, j'ai plus d'inquiétude par rapport justement sur le début 2022, puisque maintenant, le prochain challenge, je disais tout à l'heure, demain, il y aura d'autres challenges. Le prochain challenge, ça sera certainement celui des crises des composants et des distributions qu'on va certainement rencontrer. Charge à nous, justement, de savoir adapter, d'aider nos clients à prendre la parole, même s'ils ont des problèmes de distribution. Et ça sera les challenges de demain. Et je pense que justement, tout ce qu'on a traversé là nous a permis d'adapter nos entreprises à cette agilité et à cette réactivité qui sera celle nécessaire demain. Taïna. Alors effectivement, c'est un énorme bouleversement et chez Clear Channel, on s'est beaucoup interrogé sur le sens, sur la raison d'être. Je rejoins Valérie là-dessus et on s'est dit à l'échelle mondiale que ce qu'on voulait faire, c'était créer le futur de notre média, ce média qui a été énormément bouleversé. Et on s'est donné comme utilité d'être à la fois une plateforme pour les marques et une plateforme pour l'utilité collective, ce qui veut dire être au plus près de nos clients et ce qui veut dire être aussi énormément ancré dans nos territoires avec l'écosystème des villes, l'écosystème des centres commerciaux, l'écosystème des transports, avec cette intention d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et ça, c'est une vision d'entreprise, mais derrière, ça se traduit concrètement dans le fonctionnement de l'entreprise. Nous, on a entrepris une très grande transformation de Clear Channel, à la fois dans une idée de simplifier, d'harmoniser, d'avoir une organisation beaucoup plus intégrée, avec un objectif qui était de nous mettre au service de cette ambition qu'on s'est donnée. Et on s'est donné deux grands axes en fait, stratégiques forts. Un autour de la transition écologique et solidaire, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Et on en a fait un vrai sujet de l'entreprise où chacun s'engage, où c'est un travail où on a développé ce qu'on appelle une sharing factory, où on fait comprendre, on fait savoir, on forme les gens à ces enjeux-là et on leur permet de contribuer, d'apporter leurs idées, de nous faire avancer dans tous les métiers de l'entreprise. Et puis, le deuxième axe stratégique très fort, c'est la digitalisation, bien évidemment. L'innovation, elle est absolument clé. Dans un moment comme ça, il ne s'agit pas juste d'attendre que le marché repart, il faut se réinventer. Et cette innovation, on la met au service de nos clients. Alors, il y a bien évidemment la programmatique, il y a bien évidemment aussi les canaux, le canal direct. On a eu très vite, au moment de la crise, ce souci d'être près de nos clients, et notamment de nos clients locaux, des plus petits clients, pour leur trouver des solutions, leur donner le moyen d'accéder à notre média facilement. Vous savez, on fait un baromètre maintenant depuis 6 ans. On est à la 6e édition d'un baromètre qu'on fait avec le CSA
en lien avec le Centre-Ville en Mouvement et le ministère de la Cohésion des Territoires. Et on interroge à peu près 3000 Français sur tout un tas de sujets autour de la ville, du fonctionnement, etc. Et ce qui ressort parmi plein de statistiques très intéressantes, il y a cette idée que notre média est reconnu par 65% des personnes interrogées comme un média qui contribue à la dynamisation des territoires, à la dynamisation des cœurs de ville et de l'économie des villes. Et donc, fort de ça, on s'est dit, on a un rôle à jouer et on a développé un canal direct qui s'appelle ECHO, E-C-O-O-H, et qui permet très facilement à des acteurs, y compris les plus petits, dans les cœurs de ville, d'utiliser notre média, d'en faire un outil pour eux de redémarrage. Donc voilà un peu comment nous, on a repensé notre transformation qui est assez profonde chez Claire Chazal. Il nous reste 5 minutes. Comment vous voyez 2022 ? On va faire un dernier petit tour de table. Est-ce que c'est la poursuite de la digitalisation ? Est-ce que c'est rendre votre média plus accessible ? Est-ce que c'est rendre votre média plus mesurable ? Est-ce que, voilà, Olivier, on peut commencer avec vous. En quelques mots, ou je vais même le dire en 2 mots, en fait. Moi, les 2 mots pour 2022, ce seront continuité et adaptation. Clairement, continuité, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier toutes les belles choses qui ont déjà été faites depuis des années. On a toujours répondu aux attentes du marché, on a des offres, que ce soit donc sur le TOH ou le DOH. On travaille sur des offres data-drivées pour avoir le plus possible d'études sur les ROI, sur les retours d'impact, sur les coûts pour 1000 pour nos annonceurs, pour leurs clients, pour leur prise de parole, pour être sûr de l'intérêt de leur investissement. Donc la continuité, parce qu'il ne faudra pas oublier tout ce qu'on a fait et qui était très positif. Et l'adaptation, comme je le disais tout à l'heure, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que tout ce qu'on a rencontré là, ça va nous formater à une adaptation de tous les challenges de demain et qu'il va falloir rendre nos entreprises très agiles, très réactives, que ce soit les bureaux en timeshare, que ce soit la réactivité avec nos clients, comme disait tout à l'heure Isabelle, le coup de téléphone de proximité, rester très client-centrique, en fait, rester très autour de notre client pour que nos entreprises puissent trouver une rentabilité au service du client. Boutaïna 2022. Alors je vais faire pareil, je prends 2 mots, comme ça ce sera rapide. Pour moi, les 2 mots-clés, c'est l'innovation et c'est la mesure. Et en fait, l'innovation, elle est à la fois dans toute la sphère digitale, et on a parlé de l'accessibilité à notre média, du programmatique, des canaux directs et d'autres. Et dans la partie RSE, il y a aussi des choses à inventer, l'innovation, reconcevoir l'éco-conception des mobiliers, penser différemment notre média pour le rendre moins impactant. Le deuxième mot, c'est celui de la mesure, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut être capable de mesurer. Il faut qu'on soit capable de mesurer, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle sur l'idée qu'il faut qu'on puisse prouver en permanence ce que fait notre média, sa puissance, son impact. Et donc, on va avancer là-dessus. Et collectivement aussi, collectivement, on va en parler tout à l'heure. Absolument. Donc, voilà, mais il y a un travail à faire ensemble. Et puis de la même façon, sur tout ce qu'on fait en termes de trajectoire carbone ou d'impact ou d'accompagnement de la transition écologique et solidaire, notre média s'est beaucoup engagé. Il faut qu'on mesure, il faut qu'on prouve ce qu'on fait. Et donc là aussi, la mesure va être un élément important. Donc innovation et mesure. Isabelle. Alors 2 mots aussi, hein, je continue. Moi j'ai envie de choisir puissant comme toujours et puis affinitaire comme jamais. C'est-à-dire que ce média, on l'a redit tout à l'heure, il est une véritable alternative crédible à la télévision. Il est un vecteur puissant de présence dans le monde réel pour beaucoup de marques, et c'est pour ça que les pure players digitaux viennent nous voir, et puis parce qu'on matérialise leur existence, et puis affinitaire comme jamais, grâce au DOH, grâce à des canaux programmatiques. Voilà, donc ce sont mes 2 mots pour 2022. Sébastien, 2022. Bon, peut-être un peu plus que 2 mots, mais déjà, c'est être extrêmement offensif. Mais comme on l'a été, je pense, en 2021, mais alors vraiment continuer à être très offensif dans tous les secteurs du jeu, y compris dans les secteurs d'organisation, parce que la désorganisation et les impacts de la crise sanitaire sont encore présents dans nos métiers d'opérateurs. Donc il y a aussi un enjeu de stabilisation et de recouvrer une organisation plus normalisée. Et donc extrêmement offensif. Et la deuxième chose, mais c'est la première société de Phoenix, c'est une société de technologie, on a un prisme sur la technologie, donc continuer, donc c'est plutôt continuer les investissements qui sont très lourds, qui sont vraiment, et c'est ça le mot-clé, c'est investissement en valeur, les CAPEX. Maintenir les investissements, notamment sur la technologie, mais aussi sur le patrimoine, en print comme en DOH, sur la roadmap moyen terme d'opérateurs chez Phoenix. Et Valérie, pour conclure.
Écoutez, je pense que si on a gagné ces 2 contrats majeurs, magnifiques, RATP et SNCF, c'est sur une vision très claire qui est la croissance responsable. En 10 ans, on a prévu de doubler notre chiffre d'affaires et de diminuer de 45% des émissions carbone. Donc 2022, voilà, tout ce travail va commencer. Croissance responsable. Merci à tous les 5 d'avoir participé à nouveau à cet échange. On revient dans un instant pour parler transition écologique.